Christian Combaz, bonjour. Bonjour. Alors, de Suisse au sud-ouest de la France aujourd'hui? Oui, en pleine intempérie gravissime, nous Ah, sommes dans la montagne, donc nous échappons aux inondations, mais si le son est un petit peu haché par de la pluie, vous m'en voudrez pas, il tombe des trompes d'eau sur la voiture. ici Voilà. en Suisse, nous avons encore du soleil, mais visiblement, ce qui arrive chez vous finit par arriver chez nous le lendemain ou le Parfois, surlendemain. parfois. Je suis ravi de m'entretenir aujourd'hui avec vous. Vous êtes l'auteur, vous êtes un auteur prolifique au fil des années, mais aujourd'hui, je voulais parler de votre dernier livre, Portrait de Marianne avec un poignard dans le dos. Voilà, aux éditions Le Retour aux Sources, que nous partageons d'ailleurs. Nous avons la chance d'être édités tous deux chez cet éditeur. Et ce livre m'a beaucoup plu. Et je voulais m'entretenir avec vous. Et comme je vous le disais tout à l'heure avant de démarrer, je vous ai découvert, je crois, en 2002, sur le plateau, enfin j'y étais pas, mais à la télévision, vous étiez sur le plateau de Thierry Ardisson pour présenter votre livre Enfants sans foi ni loi. Oui. Et depuis, j'ai commandé et lu d'autres livres de vous, bien sûr. Mais ce livre m'avait particulièrement marqué. Il a marqué ma démarche intellectuelle de préparation face à des temps difficiles. Car lorsque les enfants que vous présentiez dans ce livre, les enfants de 2002, étaient justement sans loi, sans foi, et plein d'autres choses, on en parlera peut-être, eh bien, voilà les enfants qui font la société d'aujourd'hui. Donc vraiment, qui sont les adultes d'aujourd'hui. Donc merci de bien vouloir Je vous discuter en avec moi prie. aujourd'hui. Alors, peut-être pour démarrer sur ce portrait de Marianne, avec un poignard dans le dos. Alors, qui dit poignard dans le dos ne dit pas suicide, comme le prétendait le livre de Éric Zemmour, Suicide français, mais plutôt meurtre. Est-ce que c'est un peu le fil rouge de ce livre? Alors le fil rouge, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a eu tentative d'assassinat. Qu'il ait été prémédité ou non, je pense qu'il l'a été et non à la fois. Des circonstances, disons extérieures à la volonté des auteurs de tout ça sont intervenues, mais il y a tout de même eu un plan délibéré après la guerre de nous soumettre à, disons, une sorte de diktat permanent, suintant, invisible, de nature commerciale, de nature politique et géopolitique, puisque l'OTAN, comme vous le savez, devait chapeauter tout ça et avait été maintenu un peu à distance par le général de Gaulle pendant quelques années. Et nous sommes revenus dans le giron de l'OTAN en même temps que s'accentuait une pression commerciale très forte, c'est-à-dire, grosso modo, au milieu des années Mitterrand, et après, ça n'a jamais cessé. En gros, l'acte de naissance, en quelque sorte, de cette nouvelle ère de domination affichée quasiment. C'est Disneyland Paris avec Jacques Chirac ayant coiffé les oreilles de Mickey lors de l'inauguration. On était là dans la symbolique absolue. Au fond, pour l'époque, c'est la même chose que Macron avec le doigt d'honneur de ces deux rappeurs. Vous voyez, il y a une véritable concession générale, globale à ce qui vient, quoi. Alors, au fur et à mesure des chapitres de ce livre, vous nommez les coupables, vous nommez les principaux acteurs de cette à la fois soumission et finalement ce meurtre. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que vous utilisez comme trame votre expérience personnelle dans les médias et dans le monde, on va dire, public des médias et des arts. Et là, ce que vous décrivez, alors là, je l'ai vraiment découvert, parce que je ne connais pas ce monde-là, c'est vraiment proprement incroyable. C'est-à-dire que c'était la seule originalité que je pouvais donner à un livre qui racontait ce processus, parce que je ne suis pas le seul à l'avoir observé. En revanche, je suis l'un des rares à l'avoir observé de l'intérieur, puisque j'ai eu le bonheur ou le malheur d'être pris pour un écrivain de gauche, en tout cas d'un socialisme rampant malgré mes origines bourgeoises, malgré le fait que j'ai fait les écoles chrétiennes, etc. J'étais chez un éditeur qui avait le vent en poupe dans la gauche mitterrandienne, qui s'appelait les Éditions du Seuil, et j'y ai passé une dizaine d'années, au fond, à me conformer par mon mutisme à ce qu'on pensait de moi, c'est-à-dire, voilà, un écrivain qui est très sévère envers sa bourgeoisie d'origine, donc il est forcément de notre côté. Et la vérité, c'était le contraire. J'étais très sévère avec mon milieu d'origine parce qu'il n'avait pas su garder les valeurs, conserver l'héritage. Et donc la deuxième partie de ma carrière littéraire a été un petit peu moins glorieuse, car la première l'a vraiment été, parce que j'ai eu le culot de dire que moi, j'aspirais à admirer.
et non pas et je n'aspirais pas à détruire ou à critiquer comment dire, critiquer radicalement le monde dont j'étais issu, y compris par exemple celui des prêtres pour lequel j'ai encore une grande amitié. Non, alors là ça a été perçu comme un peu trop, et du coup graduellement j'ai sauté d'un éditeur qui avait pignon sur rue, qui était en direct avec New York, etc., à un éditeur plus commercial, un peu moins en direct avec New York qu'avec la pensée officielle. Et puis peu à peu, bon, on en arrive, heureusement dans mon vieil âge, à pratiquement de la littérature de samizdat. Mais évidemment, j'ai pas changé depuis lors. J'ai pas perdu 90% de mon talent, juste 90% de ma notoriété. D'accord. Vous n'êtes pas Voilà. si âgé. Vous êtes né en quelle année? Je suis né en 54, ce qui fait que j'ai 64 ans. Bon, ça va, c'est encore Oui, la ça force va. de l'âge de nos jours. Et justement, au fur et à mesure de ces, en tout cas 40 années à peu près 40 années de carrière, un peu plus, vous décrivez progressivement cette arrivée de cette gauche qui n'a plus rien à voir avec une gauche ouvrière ou une gauche Oui, qui revendique. c'est une gauche normative, spéculative, extraordinairement élitiste, et qui ressemble très pour trait à la bourgeoisie qu'elle débinait, sauf que elle était branchée, mais ça ne l'empêchait pas de faire des affaires avec les trafiquants d'armes. On voit bien l'un des symboles absolus que je cite souvent dans la conversation, c'est Françoise Sagan, qui nous a donné sa révolte de jeunesse à 20 ans avec Bonjour Tristesse pour une espèce de non à son milieu d'origine. En vérité, elle a passé sa vie entière dans le copinage des grands couturiers, et elle a fini inquiétée pour complicité de trafic d'armes, pour avoir joué le rôle d'intermédiaire dans les trafics d'armes dans l'entourage de Mitterrand. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire pour une prétendue rebelle, que de finir comme ça. Je suis ravi de voir que déjà adolescent, je n'aimais pas du tout ces livres. Donc j'avais un bon instinct peut-être. Ce que vous décrivez, alors tout d'abord le milieu artistique, littéraire, parisien ou français, comme étant vraiment le lieu du copinage, de la médiocrité. Et ça m'a étonné parce que je ne connais pas du tout, même si j'écris j'ai quelques livres, je ne connais pas du tout ce milieu et ça ne m'étonne pas d'être, comme vous, banni et pas du tout invité sur les plateaux et dans les salons. Vous avez cité deux mots qui vont très bien ensemble. Le copinage et la médiocrité se marient naturellement, puisque la médiocrité ne peut avoir de rédemption, enfin de chance de gravir les échelons, que par le copinage. Si vous ne comptez que sur votre talent, c'était autrefois tout à fait possible. Vous pouviez avoir 24 ans et être... D'ailleurs, j'ai été hissé par un critique littéraire en 24 heures à la notoriété nationale. Le plus redouté de l'époque, qui s'appelle encore, il n'est pas mort, Angelo Rinaldi, a dit que ce que je faisais était du grand art. J'avais 24 ans et c'était le critique le plus redouté de l'époque. À ce moment-là, on faisait une carrière comme ça. Aujourd'hui, on fait une carrière non pas sur un article comme ça, mais fait sur quelques bons téléphonages bien placés. Et au fond, c'est une chose qui se construit. Regardez Macron avec son arrivée au pouvoir, qui a été construite de manière quasi scientifique. C'est un jeu de Lego. Alors, il y a des gens qui ne sont pas doués pour le Lego et je devais en faire partie, probablement. Ah, c'est moi, la génération Lego, c'est ceux nés dans les années 60, 70. Vous êtes peut-être dans la génération mécano, qui était celle d'avant. Oui, nous, c'était le mécano, absolument. Oui. Les enfants aujourd'hui sont dans la génération électronique, jeux électroniques, ce qui est terrible. Ils n'utilisent plus leur main. Là, le problème, c'est que dans la génération actuelle, c'est devenu très virtuel, y compris la vie et la mort des gens, la cruauté, tout ça est devenu virtuel. C'est-à-dire, ce qui est un peu on en vient au sujet de Enfance sans foi ni loi. La virtualité dans la violence ne demande qu'à faire irruption dans le réel. Oui. Et voilà. Et à cela, il faut ajouter le manque de modération qu'amenait la culture. Aujourd'hui, les jeunes sont incultes. Je discutais hier dimanche avec mes enfants en leur demandant j'ai 4 enfants, donc à différents âges, et je demandais quel était leur programme. Et ma fille de 11 ans m'expliquait en histoire-géographie, parce qu'elle ne savait pas, on était je sais pas, on parlait de la Turquie, et je lui demande, est-ce que tu sais la capitale de la Turquie? Alors, moi je m'attendais à ce qu'elle me dise Istanbul, qui est une erreur, parce que c'est Ankara, mais évidemment, et donc je m'attendais à lui faire une petite histoire sur Atatürk et la guerre de 1919 à 1921, la guerre d'indépendance de la Turquie, enfin bref.
Et elle savait pas. Je dis, mais vous connaissez pas le nom des villes? Elle dit non. Je dis, vous apprenez quoi? Elle me dit, en géographie, on apprend le réchauffement climatique. Ah, Bah oui. et à mon fils, et je lui dis, mais toi, en littérature française, j'aimerais bien te lire Tartarin de Tarascon, parce que c'est ton Ouais, âge, c'est rigolo. Et puis on avait regardé le film Jean de Florette le soir d'avant. ouais, Et je ouais. disais, voilà, à ton âge, moi j'avais lu déjà pratiquement tous les livres de Marcel Pagnol. Et lui, il me dit, non, à l'école, le seul livre qu'on a lu, c'est le journal d'Anne Frank. Alors, je dis, d'abord, Eh oui, c'est même pas de la littérature, c'est même pas français, et on n'est même pas sûr que absolument. ce soit, enfin, j'ai pas le droit de le Ouais, dire. Mais, ouais. mais bon, donc on a une inculture qui ne tempère plus les pulsions de violence qui sont, enfin, qui sont normales avec l'adolescence Là, surtout. en l'occurrence, ce dont vous parlez, c'est plus que de la culture, c'est une inculture absolument orientée. Un petit peu, oui. Voilà. Oui, oui, non, c'est sûr. Alors, je dis, alors en histoire, vous allez faire quoi? L'affaire Dreyfus? Enfin, je sais pas. Oui, Bon, généralement, oui, l'histoire de France commence là, oui, hein, c'est aujourd'hui. vrai. Enfin, pour revenir à votre livre, il y a justement il y a vraiment trois aspects qui m'ont paru. Alors, le premier, c'est cet aspect artistique et littéraire de Paris que vous décrivez avec beaucoup d'humour. Puis, vous décrivez une vie que vous avez eue dans le cadre des affaires étrangères, où le Quai d'Orsay vous a nommé à plusieurs endroits à travers le monde, en Hongrie, en Espagne, en Ouais, Italie. enfin, en Hongrie, pas tout à fait. Je me suis nommé moi-même en Ah, Hongrie. J'y ai passé plusieurs mois parce que je l'ai décidé. En effet, en Italie et en Espagne. Et pour des raisons d'ailleurs qui ne sont pas toutes absolument nobles. Le fait est que quand j'ai été nommé en Italie, je n'avais plus de quoi vivre. Pour les raisons que je vous ai indiquées tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand votre éditeur vous-même, en l'occurrence les éditions Fayard, après vous avoir signé pour 10 livres à rééditer, c'est-à-dire en gros, ils ont repris mon catalogue, ils m'ont dit ça nous intéresse, on vous rachète 10 livres, ils me rachètent 10 livres, ils commencent à en rééditer 2 ou 3, ils me publient un livre aussi en parallèle chaque année, et puis au bout de 2 ans, ils me disent, bien, nous rompons notre contrat. Et donc, en fait, je n'avais plus de quoi vivre du jour au lendemain. Vous allez me dire, mais pourquoi, comment vous n'avez pas attaqué ça? Mais ce qu'il faut voir, et j'aimerais bien qu'on en parle aussi à propos de Zemmour, c'est que les gens qui n'attaquent pas en justice n'en ont souvent pas les moyens. c'est Je vrai. n'avais déjà pas les moyens de ne plus vivre de ce que me donnait mon éditeur, et donc, ce n'est pas au moment où j'étais déjà sur la paille que j'allais prendre un avocat à 5 000 euros. C'est vrai. Donc, en fait, ces gens-là jouent sur du velours dans tous les domaines. Là, on nous dit souvent, ce Zemmour a du courage. C'est vrai qu'il a du courage, il est un peu connu, etc. C'est un gars bien. La seule chose, c'est que son courage est un peu moindre que celui du type qui a affronté la meute au tribunal, la meute des gens qui attaquent pour n'importe quel propos dans Facebook, parce que lui, il a de quoi payer l'avocat à 5 000, même à 15 000, il s'en fiche. C'est Ses vrai. livres l'ont rendu riche. Voilà, ça c'est un problème aussi qu'il faut voir, c'est qu'il y a une espèce de caractère intimidant de la justice sur le plan économique. Non, non, c'est tout à fait juste. Et donc, enfin, Italie, Espagne, en plus des voyages que vous avez fait notamment en Hongrie, mais aussi, je crois, à New York, vous avez passé beaucoup de temps aux J'ai fait États-Unis. beaucoup de voyages aussi pour le compte, ce que je ne dis pas forcément, sous le nom de ma mère, parce que c'était un peu honteux quand même, et que je ne voulais pas mélanger à ma plume d'écrivain. J'ai voyagé en tant que spécialiste du tourisme, disons, assez engagé, du trekking, etc., pour le compte du Figaro, pendant 15 ans quand même, Ah, avec parfois 2 voyages assez lointains par mois, ce qui veut dire que j'ai un peu couru la planète dans ces années-là, et c'est pas seulement intéressant parce que ça m'a permis de voir les gens sur place, c'est intéressant aussi parce que j'ai voyagé avec le monde dont je vous parle. C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des journaux, il n'y avait pas de service tourisme dédié. Il y avait des chroniqueurs ordinaires du journal, comme dans Le Monde par exemple, qui faisaient un voyage tous les 3 mois, parce que le chef du service tourisme lui disait, est-ce que tu peux prendre une moitié de tes vacances, est-ce que tu veux aller en Australie? Donc je me retrouvais moi, en tant que titulaire, en quelque sorte, de cette rubrique, avec des gens qui étaient non titulaires et qui venaient des services du Monde, des services de Elle, de Biba, de Marie-Claire. J'ai donc eu en permanence 6 ou 8 co-voyageurs qui me donnaient une palette assez complète de ce qu'était la presse de l'époque. En gros, égoïste, profiteuse, idéologue. mhm. C'est-à-dire on pouvait demander à être surclassé et en même temps vouloir voir absolument le bidonville du coin. Ça ne les dérangeait pas. Oui, ça Voilà. ne m'étonne pas. Alors, le Quai d'Orsay vous nomme en Italie et en Espagne, et Ouais. vous décrivez dans votre livre, là, ce n'est même plus la médiocrité, c'est carrément de la nullité
presque inconcevable des artistes et des auteurs qui sont promus par les affaires étrangères françaises pour montrer la culture française dans le monde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des auteurs obligatoires. Vous avez des auteurs obligatoires. Je suis en train de manipuler. Ah voilà, Ah voilà, c'est mieux ça. Oui, vous avez en gros, outre Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, qui d'un bout à l'autre de la Terre sont recommandés, chaudement recommandés par le ministère des Affaires étrangères comme représentant l'esprit français, alors que vous savez comme moi qu'ils n'en représentent qu'un dixième désormais. Vous avez également des auteurs par saison qui sont des obligatoires, c'est-à-dire des gens qui ont été labellisés, brevetés comme étant conformes à la pensée dominante. Et à l'époque où j'exerçais, il y a une dizaine d'années, le grand homme du moment, c'était Jean Echenoz, qui écrit des livres qui ne sont pas désagréables, mais qui sont quand même des choses un peu mineures. Hein. C'est plutôt un homme de lettres qu'un écrivain. Mais il était traité comme Albert Camus. Mmh. Donc, et on nous a imposé, y compris à des gens comme moi qui étaient écrivains, de le recevoir comme un prince. Donc ça, ce que j'ai pas fait, j'ai confié les clés à mon adjoint. Les rares fois où on m'a imposé quelqu'un de ce genre, je ne l'ai pas reçu moi-même. Vous décrivez également que l'accueil des populations, enfin des intellectuels, je connais bien l'Italie, qui est très francophile, finalement finissait par des salles vides. Le rayonnement français disparaît petit à petit. Alors, là, je vous cite un exemple très précis. J'ai eu la visite de jeunes gens qui voulaient organiser une exposition Cocteau, qui avait plusieurs lettres, qui avait des tas de choses à dire. Et quand j'ai laissé entendre que j'allais le faire, parce que ça coûtait pas grand-chose et que c'était très intéressant, l'ambassade a freiné des calfers en disant qu'est-ce que c'est, ça c'est du passé, c'est du patrimoine, ça n'est pas de la culture. Donc Cocteau, c'est du patrimoine, ça n'est plus de la culture. Parce qu'il y a une différence entre les deux désormais dans l'esprit de ces gens-là. Je fais quand même une légère distinction entre le ministère des Affaires étrangères en France, qui est vraiment un monde d'incultes totaux, très mondain à la Mitterrand désormais, c'est-à-dire mondain de gauche, et le ministère de la Culture qui est un peu plus relevé. Et les centres culturels à l'étranger ne dépendent pas du ministère de la Culture, mais plutôt des Affaires étrangères, hélas. Voilà. Et donc, autant en Italie, à Milan, je suis né à Milan, et qu'en Espagne, je crois que c'est Saragosse, c'est ça, de mémoire? Oui, Saragosse, oui. Que je connais pas, visiblement n'ont pas vu le rayonnement de la culture française continuer. Non, et c'est dommage parce que dans les deux cas, Milan c'est une très très vieille maison puisque c'était dans un ancien orphelinat, que ça faisait un siècle pratiquement que la présence française était forte. À Milan, on essayait de m'obliger à me mélanger à toutes les opérations les plus art contemporains déjantés de la ville, au détriment de l'apprentissage du français. J'ai d'ailleurs eu un mouvement de protestation de mes propres professeurs, qui étaient quand même à 80, ces professeurs protestaient en disant qu'on faisait de l'art à la con, si vous me passez l'expression, plutôt que de l'apprentissage du français. Donc j'ai jugulé ce mouvement social de mes professeurs en disant, eh bien écoutez, sous mon règne, si j'ose dire, qui ne durera que 3 ans, on va faire des expositions qui seront compatibles avec votre enseignement et qui essaieront de flatter les goûts du public milanais avant ceux de la ministresse de la culture de l'époque. Voilà. Et de là, le la troisième grande critique, la caste que vous critiquez, naturellement, c'est la caste politique. Soumise, selon vous, et je pense que c'est une évidence, mais enfin vous l'expliquez très bien, soumise au commerce, soumise aux États-Unis, soumise à des puissances étrangères, petites ou grandes, et pas les meilleures en plus. Donc, comment vous êtes arrivé au contact de cette classe politique ? Alors, justement, ça c'est tout simple, puisque nous venons de parler de littérature. Il y a en France, c'est une spécificité quand même très française, hein, puisque vous me dites que vous êtes suisse, vous ne connaissez peut-être pas cette osmose très ancienne entre le monde de la littérature et le monde de la politique. En France, pour être bien vu par vos pairs politiques, il faut que vous ayez vous ayez écrit un livre ou deux, un livre historique de préférence. On a le cas de François Bayrou, qui est un pauvre type sur le plan politique et qui a voulu absolument écrire sa biographie. Donc c'est un exemple, il y en a je ne sais combien d'autres. Donc pour asseoir une carrière politique parmi les gens sérieux, il faut avoir de préférence écrit un ouvrage historique chez Perrin.
Alors, évidemment, ce qui fait que les gens qui, comme moi, étaient dans l'officialité de la littérature, parce que quand même j'étais à un niveau assez convenable sur le plan de la mondanité, entre, mettons, 25 et 45, ça s'est passé extrêmement bien pour moi. J'étais même académiable, à vrai dire. Hein. Jean Dutour se penchait sans arrêt en me disant pourquoi vous ne vous présentez pas, etc. J'ai été concourable 3 fois, donc ça me permettait dans les foires du livre de fréquenter d'anciens ministres ou des ministres en activité, puisque il y avait cette osmose permanente. Et au bout d'un moment, vous vous apercevez qu'au fond, ils sont dominés par les mêmes démons. Dans les années 85-95, la France était dominée par des démons donc pro-américains en matière culturelle et en matière politique, puisqu'au fond, en France, c'est la même chose. Cette caste politique, vous la décrivez, en plus d'être soumise, vous la décrivez là aussi extrêmement médiocre et surtout, et c'est ça, ça me choque malgré, je suis plus tout jeune non plus, mais ça me choque quand même tout le temps de voir qu'elle n'est pas du tout au service de la France. C'est-à-dire que elle est victime d'un complexe d'adolescent qui est en gros celui des gosses qui, dans les années 60 en France et en Suisse, j'imagine, disaient ouais, je vais m'en aller en Californie parce que là-bas tout est bien plus beau, tout est bien plus grand, ces gens ils ont tout compris, etc. Et en fait, au fond, c'est cette génération-là qui s'est déballonnée devant le monde américain sans en voir les énormes défauts, notamment sociaux, on les voit maintenant, sous prétexte qu'il y avait 2 voitures de plus par foyer et des mètres carrés dans les villas, et surtout cette usine à rêve imbécile qui est Hollywood, puisque Hollywood, en fait, nous a volé ou acheté nos talents européens pendant 50 ans pour nous les revendre. Et pour nous les revendre en les réétiquetant en quelque sorte. On voit bien qu'il s'agisse des studios Disney avec Ratatouille ou bien de l'histoire d'Edith Piaf qui a fait un succès dans le monde entier, mais on se demande pourquoi Edith Piaf a fait un succès dans le monde entier. Si vous voyez le film, vous vous apercevez que c'est un film américain qui ne traite que de la période américaine d'Edith Piaf. C'est pareil pour The Artist. The Artist, un film prétendument français qui raconte quoi? Qui raconte Hollywood. Oui. C'est Hollywood par Hollywood, mais filmé par un Français. C'est ça qu'on nous donne pour du cinéma français. Donc en permanence, il y a cette espèce de digestion du monde mental que nous avions formé. En gros, il est inimaginable qu'aucun studio américain ait jamais adapté un livre de Mauriac. Voilà, c'est simple. C'est vrai. En revanche, un livre de Dantec, c'est possible. Pourquoi? Mais parce qu'il fait déjà de l'américain. C'est vrai. C'est-à-dire que on voit bien que Luc Besson, à 19 ans, quand il débarque dans le cinéma, il a déjà une façon de porter sa caméra qui est entièrement américaine. Je l'ai croisé 2-3 fois parce que j'avais cet avantage de pouvoir, par le Figaro, aller soi-disant pour des motifs touristiques, mais je me retrouvais dans le même hôtel que les gens qui allaient cette année-là. Il allait présenter Jeanne d'Arc à Hollywood, qui était un film franco-américain, très mal filmé, très mal conçu, etc. Mais le type était une vedette américaine parce qu'il... C'est même pas son plus mauvais film. Non, mais il leur donnait la pâtée qu'ils réclamaient et qu'il d'ailleurs contribuait à financer. Oui, oui. Donc on en est là, c'est-à-dire que vous voyez le naufrage absolu que constitue le dernier film de Jacques Audiard, qui est un cinéaste que j'aimais pas follement, mais qui avait au moins un seul mérite, c'est qu'il était vaguement français. Enfin, il était de chez nous. Et en fait, il va faire un exercice de style au fin fond de la Californie, comme tous les autres, comme comment on s'appelle, Bruno, celui qui avait fait Flandre, là, il y a un cinéaste français qui a eu la Palme d'Or à Cannes, qui s'appelait Bruno, j'ai un peu oublié, je sais pourquoi je l'ai oublié, c'est que je l'ai reçu au Centre culturel français de Milan. Et son œuvre m'a tellement déplu que, en tout cas, ce type avait eu la Palme à Cannes, et il est parti faire un film entièrement hollywoodien, en récompense en quelque sorte. Et vous croyez qu'il aurait vendu notre monde mental à nous? Mais pas du tout. Son film raconte l'odyssée d'un couple qui fait l'amour partout dans le désert et qui est tué par une bande de jeunes. Ah oui, oui, d'accord. Vous vous souvenez qu'il s'appelait 29 Palms? 29 Palms. C'est vraiment horrible. C'est la quintessence du film atroce américain filmé par un Français. Ouais. D'ailleurs, vous décrivez comment certains Américains nous voient depuis leur 47e étage. C'est-à-dire que j'ai quand même vu depuis très longtemps, puisque il se trouve que par des amitiés, ce que je vous raconte dans le livre, c'est un peu officiel, mais vous sentez bien qu'il y a un peu de vie privée derrière. Bien sûr. Donc, la raison pour laquelle j'étais reçu dans ces milieux, c'était pas entièrement, il y avait un peu de sentimental aussi, il y avait un peu et puis vous avez une belle coiffure, contrairement à moi.
C'est gentil. En tout cas, pour résumer, dans les années 90, j'ai fréquenté la Californie qui recevait les franchises qui voulaient prendre le contrôle de la MGM. Vous vous souvenez? Ah oui, Jean-Marie Messier, c'est ça. etc. J'ai j'ai connu. Moi j'ai connu le Kerkorian, etc. Ces gens-là qui disaient those fucking French. C'est-à-dire que les gens avec lesquels nous travaillions, enfin ils travaillaient, quand je les entendais en privé, parlaient extrêmement mal de leurs partenaires français, avec un mépris terrible, mépris qui s'est vérifié, puisque la MGM a été quand même rachetée, revendue 2 fois. Les Français se sont fait blouser, Oui, avec l'argent du Crédit Lyonnais, hein, oui, je vous le rappelle. Enfin, voilà. ça je me souviens bien. Voilà. Et non, non, vous décrivez il y a en plus plus qu'un mépris, une totale incompréhension de la culture et de l'histoire, parce qu'ils n'en ont pas, européenne et française en particulier. Alors, oui, mais prenons là encore quelque chose qui frappera les esprits. J'ai eu les pires difficultés du monde à faire comprendre à un enfant de 14 ans ou 12 en Californie, dans ces années-là, que les Schtroumpfs étaient un produit européen. Alors qu'en fait, c'est une histoire très européenne. Il y a un sorcier, il y a un village un peu moyenâgeux, etc. Le gamin ne voulait pas croire que quelque chose qui était aussi ancré dans le succès médiatique américain puisse être européen tellement nous étions ringards. C'est-à-dire qu'il avait déjà inclus dans sa petite tête de 12 ans l'idée de notre ringardisme. Nous n'étions pas capables de produire quelque chose comme les Schtroumpfs. Je me trompais forcément. Ah. Voilà. Avant de terminer, en fait, vous avez, dans les chapitres vers la fin de votre livre, vous commentez l'élection, je n'ose même pas utiliser ce mot, mais enfin l'arrivée au pouvoir du président Macron. Ouais. Vous êtes très sévère avec lui, ou très réaliste. Je suis déjà très sévère avec la façon dont il a été élu. C'est-à-dire que c'est le premier cas avéré qui sera analysé très longuement d'une irruption en politique qui est liée uniquement, quoi qu'on nous dise, à la chute de son adversaire et aux méthodes qu'il a employées pour le faire chuter, plutôt qu'à son charisme personnel, dont nous sommes nombreux à trouver qu'il est nul. Il est déjà nul quand il s'exprime publiquement dans une salle. On l'a vu pendant les meetings de sa campagne, où il surjouait systématiquement. C'était quand même le pauvre type qui avait endossé un costume trop grand pour lui. Ensuite, il est plus à l'aise quand il reçoit 2 journalistes pour les intimider à l'Élysée, évidemment, mais il reste quand même très, très impossible à suivre dans les méandres de son inconsistance de raisonnement, dans le discours. Tout ça n'est étayé par ce que les Américains appellent une vista, c'est-à-dire on ne sent pas une armature intime. Il est vraiment dans le domaine du surf. Il surfe sur l'opinion même de son interlocuteur. Il voit bien ce qui dans son œil va le faire réagir. Donc c'est quand même un personnage qui est essentiellement un vendeur de voitures. J'ai rien contre, hein, mais il y a un monde pour la politique et un monde pour les vendeurs de voitures. C'est pas le même. Vous mentionnez d'ailleurs dans votre livre l'excellente qu'on peut trouver sur Internet, cette interview d'un psychiatre italien qui explique le profil psychologique d'Emmanuel Macron et qui, à mon avis, est très juste et qui n'est pas d'ailleurs insultante. Hein, ce n'est pas. Elle est assez froide, c'est ça qui est intéressant. Elle est très sévère. Froide et il dit une chose très juste. Il dit que c'est quelqu'un qui aurait dû rencontrer des obstacles plusieurs fois, des obstacles importants, et qui aurait dû avoir à les contourner au prix de sa réputation. Ça n'a pas été le cas car il vivait dans une société justement tellement permissive qu'il a pu enjamber littéralement tous les obstacles, pas les contourner. Les contourner, c'est formateur. Les enjamber, c'est le mépris même. Quand vous commencez à imposer votre vie privée à 16 ans et demi à la ville dont vous êtes originaire et qu'au lieu de subir une punition sur place, vous vous expatriez à Paris pour dire, voilà, non seulement je vous fais la nique, mais en plus je reviendrai un jour triomphant. C'est exactement ce qu'il fait. Là, sa politique actuelle s'explique en très grande partie, mentalement j'entends, par le désir de revanche. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment sain? Je ne suis pas convaincu. Est-ce que le fait de taper sur le ventre de Trump, qui est en fait principalement, qui s'explique principalement par le désir d'en remontrer aux gens d'Amiens, est vraiment sain? Je ne pense pas. On aimerait bien que ce soit plus cloisonné que ça. C'est ça sans le talent des personnages de Balzac. C'est-à-dire que il a un certain talent, mais c'est un talent emprunté.
emprunté. En gros, il ne tire rien du fond de sa personnalité. C'est un type qui imite assez bien l'air du temps et qui est entièrement de votre avis quand vous le critiquez. Pendant la campagne, c'était fascinant. Il était de l'avis de tous ceux qui le critiquaient. Ah, c'était son projet. Oui, mais son projet, c'est de ressembler à Trudeau. C'est-à-dire, vous dites une chose extrêmement intéressante, et d'ailleurs, je vais vous inviter pour en parler davantage, bien sous-entendu, mais je ferai exactement ce que j'avais résolu de faire avant de vous parler. Alors, vous terminez votre livre par votre expérience en Hongrie. Oui. On voit que vous aurez pu en dire plus. Je crois que vous avez écrit un livre sur Budapest juste au début des années 90, après la chute du mur. Donc je vais bientôt le lire d'ailleurs. Et il se trouve que je connais aussi très très bien surtout Budapest que la Hongrie. Vous voyez de l'espoir dans ces pays d'Europe de l'Est et balkanique? Oui, parce qu'ils ont ils ont pas perdu le souvenir de ce qui s'est passé dans leur famille. D'abord, il faut pour cela rester une famille. Or, ils sont restés une famille malgré la modernité, parce que d'abord, la modernité, ils y ont débarqué très tard, donc en 93, 94, ils n'ont pas eu le temps d'être laminés par la sous-culture américaine. Ils ont encore des enfants qui vont au conservatoire et qui font de la musique de chambre. Ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est que quand vous êtes resté une famille, un peu comme en Italie, parce que l'Italie est aussi très familiale, vous avez donc une vocation naturelle à conserver votre mémoire familiale. Ça, c'est très important. Or, la mémoire familiale, quoi qu'on veuille, qu'il s'agisse de l'Italie ou de la Hongrie, est une mémoire faite d'invasion turque. Ouais. Quoi qu'on nous dise, ça reste essentiel dans l'imaginaire familial, le puits des générations, le puits de l'histoire est souvent couvert de sang. C'est du sang italien et ceux qui l'ont versé, c'est les Turcs. C'est pas l'inverse. Voilà, c'est tout. Et comme vous le savez, dans les campagnes italiennes, on dit encore Mamma i Turchi. Oui, plus jamais ça. Bon. Et ils se disent plus jamais ça, toujours. Voilà, donc l'Europe technocratique qui a pensé sous Sarkozy qu'elle pouvait faire fi de toutes ces choses qu'il ne connaissait pas, parce que Sarkozy n'a pas une seule. Si, Sarkozy est vaguement hongrois, donc il a encore, c'est encore plus honteux qu'il ait enjambé le passé de sa propre famille. Oui, c'est un Hongrois de Salonique. Les Hongrois ont subi le joug islamique pendant un siècle. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Il aurait dû le savoir. C'est vrai. Donc, ce que je veux dire, c'est que penser qu'on aurait pu remplacer cette Europe de l'histoire et des souffrances endurées par une Europe de supermarché, où tout le monde est en basket Nike et tout le monde ressemble à la banlieue de San Diego, ça, c'était une idée qui a duré 15-20 ans. Mais même les jeunes Hongrois qui aimaient bien les baskets Nike sont prêts à en faire le sacrifice pour conserver l'amour de leurs grands-parents, de leur tradition, de leur conservatoire. Voilà, c'est tout. En gros, je disais dans un petit livre que j'ai publié à l'époque, si un Japonais va apprendre la musique dans un conservatoire de Bratislava, il est européen plein droit, on s'en fout. Mais en revanche, s'il va dans un music center, il n'est plus rien. Il n'est plus ni japonais ni slave. Voilà. Non, donc on est en train en fait de réhabiliter les conservatoires, je l'espère, et on va s'écarter tout doucement des music centers. Alors je rappelle que vous êtes l'auteur, entre autres, de ce livre Portrait de Marianne, un couteau dans le dos, aux éditions Le Retour aux Sources. On peut également vous écouter presque quotidiennement sur votre chaîne YouTube Campagnol TV? Campagnol TVL, je vous le recommande. Oui, je vous le recommande forcément, mais je vous remercie d'y consentir. Vous pouvez ne pas détester 2 ou 3 de mes sujets, il y en a 460. Donc vous trouverez forcément quelque chose qui parlera à ce que vous avez vu et ce que vous savez. J'ai fait donc ces petites chroniques pour parler du milieu de la France profonde. J'en parle en ce moment, hein. Nous sommes sous la pluie au-dessus de mon village
parce que je prends le signal 4G de la station-service lointaine, parce qu'il n'y a plus rien au village à cause des intempéries, même pas d'électricité d'ailleurs. Oui, non, on en est là. Nous ce matin, à cause des intempéries qui sévissent à Carcassonne, l'électricité disparaît pendant 1 heure. Donc il existe encore une France comme ça, et c'est celle qu'on voudrait voir passer au tout numérique pour la feuille d'impôt, etc. Mais une fois sur deux, ça marche pas. On n'a même pas l'internet. Donc ces gens à Paris sont absurdes. J'ai oublié le début de votre question. Cette France de campagnole, c'est celle que je viens de vous décrire. Je rappelle donc qu'il existe une France qui est la moitié du pays du point de vue de la population, et les 3/4 géographiquement. En d'autres termes, la moitié de la population française vit sur 90% du territoire. Et il n'en est jamais question. Jamais. Et c'est devenu un petit peu mon fonds de commerce, si je puis dire, parce que j'en tire pas grand argent. Depuis 2012, depuis mon retour d'Italie, d'Espagne, je parle de cette France que personne n'entend plus. Voilà. Alors, je ne sais pas si, en fait, vous subissez en ce moment des coupures d'électricité parce que le climat a toujours eu a toujours provoqué des problèmes pour l'humain, c'est normal. Moi, je ne me plains pas de ça. Je me plains pas de ce que l'électricité soit coupée. Je me plains du fait que les gens à Paris disent ils doivent venir chercher tel papier nécessaire en ligne parce qu'il n'y a plus d'autre moyen. C'est-à-dire qu'en fait, ils ignorent totalement la réalité de notre vie. Ouais. Donc, la question qui me venait, c'est est-ce que vous connaissez un petit peu les idées, ce qui va avec ce concept qui nous vient des États-Unis. Alors, vous êtes assez sévère avec tout ce qui vient des États-Unis, mais enfin, peut-être pour celui-ci, ce sera mieux ou pas. Le concept de survivalisme. Je ne sais pas si vous êtes. Oui, je sais que vous êtes un spécialiste de la question, je suis sensible moins aux thèses que j'ai pas vraiment étudiées au fond. En fait, c'est quand même une sorte de rénovation d'un mode de pensée qui est très ancien. Tout à fait. Les paysans de nos campagnes, quand ils sentaient que la poudre allait parler, ils faisaient des provisions de la même façon. Bien sûr. Donc, je connais bien les gens qui sont partisans de ce mode de vie aux États-Unis parce que j'ai un peu sillonné l'Amérique rurale, notamment le long de la route 66 pour des raisons journalistiques, et je me suis aperçu il y a fort longtemps qu'il y a une Amérique de pauvres qui est même, c'est pratiquement un tiers. Il y a un tiers de l'Amérique qui est formé de pauvres qui se demandent comment ils vont s'en sortir. Attention, ils se demandent déjà comment ils vont s'en sortir dans un système de prospérité. Alors je vous raconte pas si on leur dit qu'il va y avoir des émeutes. Et donc c'est la raison pour laquelle ceux-là sont habitués depuis très longtemps à penser la vie en termes de survivance et de résistance à ce qui monte. Alors le seul avantage des États-Unis, c'est que c'est un pays absolument énorme et que ils font déjà des cocons littéralement d'autarcie, de développement local. Et chez nous, nos gouvernements se sont évertués, alors qu'on avait ça naturellement, gouvernements se sont évertués à faire disparaître toutes les poches possibles de résistance. Et là, c'est là que ça m'intéresse beaucoup, c'est que les gens comme vous qui cherchent à rappeler un passé pas si lointain, nous disent, vous savez, vous pouvez cultiver des légumes qui sont résistants, par exemple, au mildiou. Il y a des variétés dont on sait qu'elles le sont, mais bizarrement, on ne les trouve plus au magasin. Donc, il y a des mouvements de résistance partout dans le sud de la France qui vendent ce genre de graines. Il y a aussi de plus en plus de gens qui font du solaire, de l'éolien, et il y a quand même une tendance rampante au survivalisme dans le sud de l'Europe, c'est évident. Dans les corons, un peu moins. Je le vois clairement, pour être à plus de 200 000 livres vendus de mes 2 premiers livres, donc ce qui est absolument phénoménal en France, et sans médias également. Et c'est vrai que ça veut dire que les gens adhèrent à tout ce que je dis ou pas, d'ailleurs c'est pas mon but, mais simplement ça fait vraiment réfléchir la population, les lecteurs, et effectivement ils s'y mettent à des modes de préparation, comme vous l'avez décrit, auxquels il faut ajouter la capacité à se défendre, éventuellement d'aller chasser, mais certainement cette capacité à se défendre qui est toujours présente dans les campagnes, que ce soit en France ou ailleurs, et qui est importante et qu'il ne faut surtout pas lâcher. Parce que je crois que nous partageons également, par votre expérience
Vous l'avez décrite dans plusieurs livres. Parce que si on lit entre les lignes et que si on extrapole sur les années qui vont venir, nous allons vers de la violence, forcément. Nous allons vers des crises qui peuvent... Alors, moi, je pense qu'elle sera beaucoup moins frontale que larvée et un peu à la libanaise. C'est-à-dire qu'on aura cette espèce de guerre civile larvée. Nous aurons probablement dans les années futures des camps, c'est-à-dire des camps du style Sabra et Shatila, car s'il doit y avoir de nouvelles arrivées qu'on ne peut pas empêcher, on empêchera au moins les nouveaux arrivants de remonter vers les centres urbains, et donc il va y avoir des checkpoints comme au Liban et des camps le long de la Méditerranée où les gens seront traités décemment puisqu'ils habiteront dans des containers pendant des années. C'est des gens de township. On y va tout droit. Et l'idée sera, écoutez, on va attendre que tout se calme et le cas échéant, on vous renvoie chez vous. Sans ça, vous êtes confinés dans cet univers où l'Europe va vous donner de grosses subventions pour vous nourrir et pour prendre votre mal en patience. Et puis voilà. Et puis l'Europe officielle, celle qui commerce avec les Américains, va se contenter très longtemps de cette situation de containment. La seule chose, c'est que évidemment, il y aura des gens aussi qui, comme au Liban, vont sortir de ces camps pour aller semer la zizanie dans notre vie sociale. Mais ils seront moins nombreux. Je ne crois pas à l'invasion généralisée, car il y aura... Voilà. Est-ce que nous pouvons proposer Neuilly-sur-Seine comme site pour un camp? Oui, ben c'est sûr. Mais vous savez, je connais suffisamment bien les élites vraiment friquées pour vous dire que il n'y a pas une seule famille de gens qui sont dans la finance, par exemple, qui n'ait au moins une adresse à Saint-Barth, au Brésil, dans le Nord-Est. Il y a par exemple les villas dans tout le Nord-Est, dans toute cette partie côtière délicieuse qui va jusqu'à cette ville. Punta del Este. Ouais, non, enfin toute cette ville formidable là, très chargée d'histoire, bref, qui est au milieu de cette côte de l'Est. Vous parlez de l'Argentine ou de l'Uruguay? Non, je parle du Brésil. Il y a en fait hein? Punta Cana, ça s'appelle? Oui, non, en fait, j'ai pas été. Ça, c'est plus bas. D'accord, j'ai pas été. Je connais pas le Nord-Est. Du Brésil côtier, quand vous remontez, vous avez cette partie atlantique absolument formidable qui était très mal équipée il y a 30 ans et où toutes ces familles un peu friquées achetaient des propriétés en disant c'est aussi peu cher que la Provence des années 1920. Voilà. Et alors ça, il y a à travers le monde, à Ceylan, partout, il y a des gens qui investissent pour parer à des éventualités un peu ennuyeuses, quoi. Oui, ils ont raison. Il faut qu'ils le fassent avec habileté. Je fais souvent du conseil, mais je ne connais pas cette région-là. Voilà, donc sur ces perspectives d'avenir pessimistes mais réalistes, ouais. Je vous remercie encore beaucoup. J'espère que nous aurons l'occasion de nous rencontrer soit dans le sud de la France, soit en Hongrie ou si vous venez en Suisse, faites-moi savoir. Donc je rappelle, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et j'ajoute que je termine en ce moment le dernier livre d'Éric Zemmour. J'ajoute que je pense que ça va être ce livre est le dernier livre que j'aurais lu sur l'état de la France actuelle parce que il y a eu pas mal de livres qui en ont parlé ces dernières années. Je pense qu'avec celui-ci, pour ma part, je clôt un chapitre sur l'état désastreux de la France. Je n'ai plus envie de lire ce genre de livre parce que voilà, d'abord il est excellent, donc il n'y a plus besoin d'en lire d'autres pour moi. Et je pense qu'il est important de se consacrer dorénavant à la construction d'un autre avenir. Pour ma part. C'est gentil. Si je puis me permettre une phrase de conclusion, si je devais résumer mon livre, c'est le Titanic vu du 3e pont. Et moi, je n'ai aucune notion je ne suis pas un armateur. Je ne peux pas vous dire pourquoi le bateau a heurté les icebergs, mais je vous raconte la chute du Titanic au niveau des ponts où tout le monde court. Voilà. Sur ce, je vous remercie beaucoup et merci encore et à très très bientôt. Merci, à bientôt.